On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Autrement dit, Cube. Je ne sais pas si vous avez consulté nos nouvelles plateformes. Il y a quelques semaines, là, on a revampé notre site web. On a revampé aussi l'application Cube, donc le cube.ca et l'application de Cube aussi pour que ce soit plus facile pour vous de retrouver nos différents contenus, les émissions que vous entendez en direct. Si jamais là, vous manquez, par exemple, une entrevue, ben, c'est super facile après ça d'aller retrouver par animateur, là, par Benoît, Richard, Mario Dumont, Isabelle Maréchal, Sophie. C'est super facile de retrouver un segment si jamais vous avez manqué une entrevue. Et on a aussi la section balado. Ça, c'est une autre section où vous allez retrouver plein de contenus. Là. Je pense entre autres à Prends pas ça pour du cash qui est animé par Philippe Richard Bertrand, Francis Gosselin. Vous les connaissez les deux. Ils font partie de nos collaborateurs quotidiens. Ils parlent de l'actualité économique. Là. Ils reçoivent entre autres des entrepreneurs, mais ils traitent de long en large là, tout ce qui se passe dans l'actualité économique et dernièrement les tarifs de Trump. Hein, c'est difficile de passer à côté. C'est d'ailleurs le sujet de leur dernier balado. Et il y a aussi le balado du guide de l'auto qui est animé par Antoine Joubert où il parle évidemment des nouveaux modèles et récemment, Subaru a lancé de nouveaux modèles hybrides du Crosstrek et du Forester. Puis, je l'ai pas encore écouté, mais faut que je l'écoute, ce balado-là, parce que le Crosstrek hybride, ça avait pas été fameux, là, il me semble, quand il y en avait sorti un modèle, mais là, peut-être que c'est mieux. Mais si ça vous intéresse, le balado du guide de l'auto est disponible donc sur l'application Cube, le cube.ca. Vous avez plein de contenus à écouter si jamais vous cherchez à varier vos sujets et si vous voulez vous intéresser à écouter de nouvelles choses. J'espère que vous passez un beau jeudi 13 février aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien. Si jamais vous prenez le REM pour vous déplacer, vérifiez avant de quitter le travail parce que le REM est en interruption de service actuellement. Et à l'inverse, si jamais vous nous écoutez, que vous êtes sur le point de sortir à l'extérieur pour aller pelleter les nombreux centimètres qui sont déjà au sol, ben rien de mieux que l'émission de Sophie Durocher qui commence dans quelques secondes pour vous donner de la force. Merci de nous écouter cet après-midi. Une autre vision de l'actualité. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Pas, hein? Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez survécu à la tempête de neige. Écoutez, vous me connaissez, hein, moi quand ça va pas bien, je le dis, mais quand ça va bien, je le dis aussi. Ce matin, je me suis réveillée très tôt et j'étais sur les routes très tôt pour venir travailler ici à Cube et j'étais certaine, mon chum m'avait dit, Sophie part 1 heure à l'avance, ça va être absolument l'enfer. Pas en tout, ça allait extrêmement bien sur les routes. Alors, je tiens à remercier tous les employés publics de la ville de Montréal qui ont fait un déneigement absolument extraordinaire ce matin. Le reste de la journée, c'est peut-être une autre histoire, mais en tout cas, quand ça va bien, il faut le dire. Si on le dit quand ça va pas bien, il faut le dire aussi quand ça va bien. On va commencer l'émission avec un sujet qui nous touche tous. On va parler de la proche aidance. Et quand je dis que ça nous touche tous, je pense qu'on va tous, à un moment donné dans notre vie, être soit un proche aidant ou un proche aidé, surtout avec le vieillissement de la population. Et on va parler de la proche aidance avec quelqu'un qui l'a bien connu et qui le connaît encore aujourd'hui. C'est l'animatrice et productrice Anne-Marie Wittenshaw. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Ben écoute, c'est la moindre des choses Anne-Marie parce que tu animes et participes à un documentaire, une série documentaire qui va être diffusée à partir du 19 février sur Ici Tout TV Extra. Le titre dit tout. Ça s'intitule Quand les rôles s'inversent. J'ai écouté tous les épisodes. J'ai alterné entre des larmes et des larmes. C'est très touchant. Vraiment très touchant. Merci. Première question, pourquoi toi, parce qu'habituellement, tu es quand même assez pudique et assez discrète sur ta vie privée. T'es pas quelqu'un qui étale tout ça sur les médias sociaux. Mais là, tu nous as ouvert tout grand ton cœur et ta vie privée. Pourquoi, Anne-Marie?
On dirait que pendant les 2 années et demie où je traversais le gros de ma proche aidance, c'est-à-dire du jour au lendemain, mon père, qui était aussi mon agent et dont je suis l'unique fille, est tombé très malade. Il est passé de homme qui travaillait, qui prenait 2 semaines de vacances pour aller en Floride, et c'était notre premier voyage post-pandémie. On s'en allait le rejoindre à Disney avec ma maman. Et tout d'un coup, j'ai dû rapatrier mon père parce que du jour au lendemain, il est tombé très malade et il est passé directement de l'aéroport à l'urgence à une craniotomie parce qu'il avait un cancer du cerveau. Et donc, ma vie a complètement basculé. Celle de ma mère aussi, bien entendu. C'était son conjoint des 52 dernières années. Et il y a vraiment eu rien dans cette aventure-là qui était de tout repos. On a souffert beaucoup psychologiquement, financièrement, mais évidemment médicalement. Mon père c'était lui qui souffrait le plus. Et toute la famille a été chamboulée. Et pendant qu'on passe des épreuves, moi, souvent, j'essaie de dire, OK, c'est quoi la leçon ici? Tu sais, des fois, tu souffres, mais tu te dis, OK, je vois c'est assez clair, là, ce que la vie essaie de me dire. Et là, tout le long, je traversais ça, je disais, c'est juste pas le fun. Il y a rien d'amusant là-dedans. Je la trouve pas, la leçon. Je trouve qu'on a romancé aussi la fin de vie. Tout à fait. On pense qu'on va s'asseoir sur le bord du lit de notre parent, se raconter des belles histoires et tout le monde va s'endormir doucement. C'est pas ça. Alors, je voulais faire œuvre utile avec ce que j'avais vécu. Et pour moi, la façon la plus saine de le faire, c'était de le raconter. Et surtout, entouré de témoignages d'autres personnes. Je voulais que la proche aidance évolue au Québec, qu'on traverse pas ça tous de notre côté, chacun isolé, et qu'on ouvre ces discussions-là. Et donc, si les proches aidants se reconnaissent et se sentent valorisés, ça va être super. Et ensuite, ceux qui vont le devenir, mais que je leur donne des outils. Voilà, et c'est très bien fait. Et donc, parmi les gens qui témoignent dans le documentaire, il y a des gens pas connus, mais il y a aussi des gens connus. Et leur témoignage est pas plus important parce qu'ils sont connus, mais vraiment pas. Mais en même temps, ça nous permet aussi de s'identifier vu qu'on les voit dans notre télé. C'est sûr. C'est sûr. Alors, il y a par exemple Alex Perron, avec qui tu travailles évidemment à C'est juste de la TV. Il y a François Morancy. Je propose qu'on écoute un petit extrait de la bande-annonce pour que les gens comprennent surtout le ton que tu as utilisé, qui est un ton très naturel, très spontané, puis en même temps très vrai. On est vraiment dans l'authenticité. On regarde un petit extrait de Quand les rôles s'inversent. Quand mon père est tombé malade, ma vie a basculé. Rock'n'roll. Et j'avais grandement sous-estimé la charge administrative, mentale, émotive qui venait avec le rôle de proche aidant. N'ayant pas d'enfant, contrairement à toi, il n'y avait aucun être humain duquel j'étais responsable avant. Et ça a été pour moi, c'est comme je suis devenu un papa de mon papa. Alors, je voulais qu'on écoute cette phrase-là de François Morancy quand il dit qu'il est devenu papa de son papa. Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Et toi, t'étais fille unique, donc tu pouvais pas partager cette tâche-là avec d'autres. François, lui, ils étaient 4, mais je sais pas comment t'as fait. Ben moi non plus, honnêtement, avec beaucoup d'aide, mais peu d'aide en même temps, on dirait. C'est-à-dire que François, s'il est devenu le papa de son papa, moi, je suis devenue la gérante de mon gérant. Vraiment. Bien dit. J'ai réalisé que mon père, avec 20 ans de travail commun, il m'avait bien inculqué ça. Moi, j'étais pas quelqu'un qui est dans la passivité au travail. Donc, dès que, on a su qu'il était malade, là, j'ai fait aller, je veux dire, toutes les ressources que je pouvais pas imaginer. OK, il va y avoir de la radiothérapie. Est-ce qu'on va avoir un transport? Parce que mes parents habitent à l'autre bout de la ville. OK, après ça, parce que là, ils t'enlèvent ton permis de conduire, bien entendu. Après ça, tel médecin, tel ami connaît tel médecin. J'aimerais ça avoir son son de cloche. OK, on a une stagiaire à la radio dont le père est neurochirurgien. On va l'appeler parce que je suis devenue la gérante de ça. Mais tu t'es oubliée aussi d'une certaine façon. 100%. Je suis maman de 2 enfants, puis dans la série, on parle de ce rôle sociétal en ce moment qui existe, qui n'existait pas avant. C'est un terme sociologique, on dit la génération sandwich.
parce que on a nos enfants beaucoup plus tard dans la vie. Nos parents nous ont eu un tout petit peu plus tard que leurs parents les ont eus. Ce qui fait que moi, j'avais 33 ans quand mes grands-mères sont décédées. Ma mère avait tout son temps, je mets entre guillemets, mais elle avait beaucoup de temps pour s'en occuper et en même temps, elle faisait pas des boîtes à lunch. Quand on est dans la génération sandwich, c'est avoir 2 jeunes enfants, c'est faire l'aller-retour entre l'hôpital tous les jours, c'est expliquer à ses enfants qu'un grand-parent qui était là ne sera peut-être plus là dans des termes plutôt simples, mais pour quelque chose de compliqué. C'est aller à des rencontres de parents puis s'occuper des besoins de nos parents, genre ma fille a besoin de lunettes soudainement, mais là je suis avec mon père. Tu sais, c'est ça la génération sandwich. Fait que c'est ça aussi qu'on a voulu illustrer. C'est pas le cas de tout le monde. Là. François le dit, lui, il n'y a pas d'enfants, Alex Perron non plus. On a des gens comme Jacques Sainte-Leroux, une designer que vous avez peut-être vu à Canal Vie dans l'épisode 3, qui a hébergé sa maman chez elle. Et elle avait 2 grandes adolescentes. Tu sais, c'est pas la même réalité pour tout le monde. La mienne était particulièrement prenante. Puis c'est ça, en fait, que vraiment, quand je racontais cette réalité à des personnes du milieu du travail, parce que quand ton gérant meurt, ben après, c'est ta job d'aller chercher du travail en plus. Chaque fois que je commençais mes meetings, mais je racontais cette histoire-là, puis au bout de la 4e mois, je me suis rendu compte que c'était ça l'émission, tu sais, c'était ça qu'il fallait que je fasse au lieu d'essayer d'aller vendre ma salade, là. Et donc, ouais, c'est ça. Écoute, tu vois, le parcours de proche aidant est tellement sinueux que je me souviens même plus de la question. Mais c'était, en fait, moi non plus, je me souviens plus de la question, mais ça me fait penser qu'il y a aussi le témoignage de Rebecca McConnell, et elle, c'est différent parce que elle accompagnait son conjoint qui avait un cancer, et ça aussi, c'est absolument pas évident. Il y a un témoignage à un moment donné que je trouve extrêmement important dans la série. Tu as dit à un moment donné qu'on romançait beaucoup la fin de vie, qu'on pensait que tu sais ça allait être comme un pique-nique puis qu'un grand jardin de roses. Tu n'as pas eu peur dans la série d'aborder un tabou qui est que parfois nos parents vieillissants atteints par la maladie deviennent des êtres tyranniques, désagréables, insupportables, et que on n'a pas le goût d'être avec eux, puis on n'a pas le goût de les aider. Je te remercie d'avoir abordé de front ce tabou-là. Est-ce que ça a été difficile d'aborder ça? Pour moi, c'était une évidence. Peut-être, c'est drôle parce que tu as parlé de Rebecca. Rebecca, sa proche aidance était double. Et en plus, elle s'est faite très jeune, au début de sa trentaine. Et c'est une très, très bonne amie à moi. Et elle aidait donc son chum à cette époque-là qui avait un cancer du sang et sa maman qui avait un cancer et l'Alzheimer. Et je me souviens de cette charge mentale-là. Je veux pas prêter d'intention à Rebecca ou sa maman, là, ça sera leur histoire à raconter, mais je me souviens que pas toujours facile. Alex Perron l'aborde aussi. Sa mère a une certaine forme de démence. Il dit... C'est pas toujours agréable quand j'y vais. Alors, eux avaient comme préparé le terrain, mais quand on a reçu le témoignage de Anne Jennifer, que vous allez voir dans le 2e épisode, elle, sa maman, carrément est méchante avec elle. Elle est atteinte d'Alzheimer. Elle l'accuse d'avoir volé ses choses. Paranoïa, c'est toujours de sa faute. Comme sa fille s'occupe de ses soins, elle pense que c'est à cause d'elle qu'elle est malade. Et ça, c'est le couteau à double tranchant de cette maladie-là. Parce qu'on peut pas la raisonner. Et elle dit à un moment donné, je n'avais jamais anticipé ce degré de souffrance et de méchanceté. Et c'est donc presque son conjoint à elle qui est devenu le proche aidant, sa fille, tu sais, tout le monde y va en famille. Puis elle a 2 frères et sœurs, mais qui ne sont pas vraiment dans le dossier. Donc, tu sais, elle se retrouve seule dans ce bateau-là. Fallait que je raconte son histoire. Parce que si c'est son histoire, c'est l'histoire de milliers de Québécois. Oui. Absolument. Et à un moment donné, je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, parce que j'ai pris plein de notes pendant que j'écoutais. À un moment donné, c'est peut-être toi, tu dis, j'avais l'impression de gérer une PME. Je pense que les gens qui n'ont jamais été proches aidants ne se rendent pas compte à quel point, d'un point de vue administratif, c'est compliqué et à quel point... dans la société québécoise, on dit qu'on est bienveillant, puis tu sais, on paye quand même cher d'impôts, mais est-ce qu'on a vraiment tous les services pour nous accompagner dans la proche aidance? Je pense qu'on fait du chemin. Je pense que les mentalités changent. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout
revoir un peu notre définition de proche aidant parce que je pense que dans l'esprit des Québécois, c'est beaucoup genre laver son père, mettons, ou aider, faire les courses. Alors que la proche aidante, c'est tellement vaste. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. Ma mère faisait ça. Ma mère était la proche aidante d'une autre façon. Moi, j'ai jamais habité avec mon père et pourtant, je gérais complètement la PME de John Whitenshaw, là, vraiment, là, tu sais. C'était moi que l'infirmière pivot appelait. C'était moi que ses anciens clients appelaient. C'était moi que les membres de la famille appelaient aussi pour prendre des nouvelles, dire as-tu besoin d'aide, tout ça. Et à la question as-tu besoin d'aide, je trouve que j'ai eu beaucoup de ressources, mais pas nécessairement les ressources appropriées. Explication. Et c'est-à-dire que le plus grand conseil que j'aurais pour ceux qui vont processus de devenir proche aidant, c'est dès que ça commence, dès que vous sentez que maman, papa, conjoint ne peut pas aller à l'hôpital seul, que ce soit pour une maladie temporaire, un signe de vieillissement temporaire on entre dans le dossier et on se présente à l'équipe médicale. Il y en a qui vont être enclins à travailler avec vous. Moi, vraiment, de ce côté-là, au niveau des médecins, des oncologues, des infirmières, tout le monde savait et avait à cœur les personnes qui entouraient mon père. Par contre, au niveau des services, c'était complètement incongru. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Mon père, alors qu'il était très bien, s'est fait remplacer 2 genoux. Il y a eu 2 fois des chirurgies orthopédiques ou des chirurgies d'un jour. Mais le CLSC là, était presque à sa porte, toujours pour changer son pansement, enlever les points de suture, lui faire sa physio. C'était le bonheur. Mon père se fait opérer au cerveau. Il reçoit une craniotomie. Il y a 50 points de suture dans le crâne. On lui enlève son permis de conduire. Il peut pas voir. Je veux dire, c'est une grosse opération majeure au cerveau. Et le CLSC nous dit, mais il n'est pas enregistré au bon CLSC. Vous devez refaire son dossier. Tu devrais l'amener. Il va devoir venir lui-même faire enlever ses broches. Mais non. Comment? C'est la maison des fous. C'est la maison des fous d'Astérix, Anne-Marie. C'est-à-dire que on n'a pas, et je me souviens d'un moment très crucial autour de mon papa où 5 personnes l'évaluaient. Et là, je me suis sentie très prise en charge. Wow, il y a une travailleuse sociale, une ergothérapeute, une physiothérapeute, pour savoir, quel est le portrait global de ce monsieur qu'on vient d'opérer. Est-ce qu'on l'envoie en centre de réadaptation, tout ça. Mais finalement, mon père, malgré ses très grands handicaps, immédiatement après l'opération qui a changé sa vie, n'a pas coté, entre guillemets. Il a pas eu la cote appropriée pour retourner en centre de réadaptation. On s'est dit, on va l'envoyer à la maison. Mais à la maison, il n'a pas coté assez haut pour qu'on lui donne, par exemple, une orthopédagogue, une orthophoniste, pour qu'il réapprenne à lire et à écrire. Donc, ça, c'est madame. Donc, il n'était pas assez malade. Il n'était pas assez malade. C'est ça. Allez-y au privé. Faites-le au privé. Après ça, écoutez, la travailleuse sociale, elle trouve qu'il est bien entouré, fait qu'elle rentrera pas dans le dossier. Mais c'est pas toutes les histoires. Ouais. Je dirais que dans 8 histoires sur 10 dans la série, les gens ont eu de très bons soins, sont très bien entourés. Par contre, il y a énormément de polémiques autour du... il y a un chèque pour la proche aidance. Et là, j'oublie le nom spécifique. Moi aussi, je l'oublie, mais... Et on a une personne qui témoigne qui, malgré sa grande douleur, ne peut pas recevoir ça. Elle héberge sa maman à la maison, mais d'habitude, ce chèque ne peut pas aller à la personne qui habite avec la personne malade, ce qui est complètement incongru aussi. On dit que c'est pour éviter de brûler les proches aidants, mais il y a tellement de soins qu'on laisse à la discrétion des proches aidants. Laissons le chèque à la discrétion de la personne aidée et aidante, là. Bref, il y a des grosses failles dans le système encore. Puis nous, on n'a pas voulu faire un documentaire, on n'avait pas le temps en fait pour faire un documentaire qui sombrait dans la politique. Mais j'espère que ça va être des bougies d'allumage qui vont ouvrir certains
certaines discussions, c'est sûr. Absolument, absolument. Et un dernier point sur le documentaire. À un moment donné, il y a une des intervenantes qui dit, elle aime pas ça, le mot proche aidant, parce que dans le fond, c'est juste naturel. Les parents ont été là pour nous, c'est normal qu'on soit là pour eux. En même temps, ça vient pas nécessairement naturellement. Donc, il faut aussi que le gouvernement et que la société reconnaissent l'importance de tout ça. Écoute, Anne-Marie, moi, certainement, merci. Oui, alors moi, je me préparais à recevoir Anne-Marie Wittenshaw et je me suis rappelé qu'il y a quelques semaines de ça, j'étais allée à l'épicerie. On change complètement de sujet, là. J'étais allée à l'épicerie, puis j'avais acheté un gâteau que j'avais mis au congélateur. OK? Mais c'est bien cute! Et là, j'avais pas eu le temps de le manger parce que j'avais reçu des amis puis on avait mangé autre chose. Non, mais c'est parfait. Il est là pour ça. Il est là pour rester au congélo et dépanner. Exactement. Mais là, donc, ça fait 2 jours qu'à cause de toi, je fais des repas et après ça, je me vautre dans ton pudding au caramel et je le fais réchauffer au micro-ondes. Mais là, pour la première fois, je vais le manger froid parce que au micro-ondes, c'est absolument hallucinant. Alors, je vais faire une dégustation en direct de mon Anne-Marie Wittenshaw. Et ton nom est écrit dessus. Attends, je vais le montrer à l'écran. Je sais. Marqué Anne-Marie Wittenshaw. Mais c'était mes deux, honnêtement, là, la série et partir cette marque. Attends, tu fais comme un guide resto voir dans le temps. Ah, c'est des bonnes phrases de non, mais c'est tellement bon. Et je pourrais faire même comme dans When Harry Met Sally. I'll have what she's having. Mais c'est parti d'où cette idée-là de partir des gâteaux britanniques inspirés? C'est que ma grand-mère cuisinait beaucoup. Vraiment, là, ma grand-mère est née en Angleterre. Elle a émigré ici avec mon papa quand mon père avait un peu moins de 2 ans. Et la façon qu'elle avait de nous rattacher à nos racines britanniques, c'était de cuisiner pour nous des puddings, des scones qu'on fait aussi, des gâteaux de toutes sortes. Vraiment, elle cuisinait beaucoup. Et ma grand-mère, même si elle a vécu toute sa vie à Montréal-Nord, avait le gros accent britannique et tout. Fait que je me suis toujours sentie très British d'une certaine façon. Et quand ça va pas bien, moi, je cuisine, je popote. Fait que ces 2 projets-là, c'est drôle, ils sont arrivés en même temps, puis c'était un peu ma façon de m'enraciner pour préserver l'héritage de mon papa. Très bien dit. Merci beaucoup. En tout cas, c'est absolument délicieux. Et merci. Et le documentaire, donc, prend l'affiche dans 1 semaine, le 19 février. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Je te parlerai pas de ma vie personnelle, on s'en parlera peut-être une fois quand on se croisera. Non, mais moi, j'allais te demander, est-ce que tu es proche aidante? C'est compliqué. Hein? On s'en reparlera, s'en reparlera dans le privé, Anne-Marie, si tu permets. Les lignes sont ouvertes. Absolument. Les lignes sont ouvertes. Merci beaucoup pour ce documentaire très important. Beaucoup de gens vont s'y reconnaître. Merci, Anne-Marie. Merci à toi, Sophie. Au revoir. Cube, c'est aussi une expertise du domaine de la santé avec Gaëtan Barrette. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média. Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Bon, tout à l'heure, dans l'entrevue avec Anne-Marie Wittenshaw, j'ai terminé ça en mangeant en direct son pudding au caramel, qui est absolument délicieux, mais qui est bourré de sucre. Hein. Il y a quand même beaucoup de sucre, mais c'est pour ça que c'est bon. Mais attention, qui dit sucre dit éventuellement des caries. Oui, j'ai lu hier un livre absolument passionnant. Ça s'intitule « Ouvrez grand ». L'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. C'est écrit par Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire. On la rejoint tout de suite. Madame Germain, bonjour. Bonjour Sophie, ça fait plaisir d'être ici. Écoutez, tout à l'heure, j'étais là en train de manger du gâteau et tout ça. C'est le premier ingrédient, c'est du sucre. Je me sens un peu mal à l'aise parce que hier soir, en lisant votre livre, j'avais une furieuse envie de me passer la soie dentaire. À quel point... Oui, c'est ça la réaction que vous voulez qu'on ait après avoir lu votre livre, d'avoir envie de se passer la soie dentaire?
Absolument, c'est l'un des objectifs visés, mais surtout de reprendre le contrôle et le pouvoir sur sa propre santé bucco-dentaire, hein. J'ai pris le temps d'expliquer en détail certains phénomènes comme le développement des caries, des maladies de gencives, dans le but que les personnes, de un, en comprennent l'importance, mais soient outillées pour repousser ces maladies-là. Alors, ce qui est très particulier, c'est que normalement, quand on a suivi, mettons, des cours de biologie à l'école ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'on connaît quand même, en gros, le fonctionnement de notre corps. Mais on se rend compte à quel point on connaît peu le fonctionnement de notre bouche et on connaît peu l'importance de l'hygiène buccale. Je pense par exemple à dans votre livre, quand vous parlez du tartre et de l'importance justement d'aller se faire détartrer. On se rend pas compte à quel point c'est plein de bactéries absolument dégueulasses qui se développent dans notre bouche. J'avoue que je regarderai plus jamais ma bouche de la même façon. Ah ben, je suis contente que tu mentionnes ça, mais effectivement, on se rend pas compte. Souvent, on ne voit pas, même dans sa propre bouche. Si on regarde vite dans le miroir, on manque d'éclairage, on se rend pas compte tout ce qui se cache derrière. Puis le tartre, comme tu sais, ce n'est pas que du tartre, c'est l'abri que ça consiste pour les bactéries qui sont là, puis que personne n'est capable d'enlever, sauf le dentiste ou l'hygiéniste. Oui. Donc, puis c'est les conséquences aussi sur la santé globale là, qui sont vraiment importantes et qu'on en parle très peu. Alors, je vais juste lire un extrait de votre livre. Nous savons maintenant que certaines espèces bactériennes présentes dans la plaque dentaire sont capables de pénétrer dans la gencive, de se faufiler jusqu'au vaisseau sanguin, profitant ainsi de la circulation pour se répandre dans tout le corps. Aïe, aïe! C'est comme Alien dans notre bouche? C'est pas pour faire peur aux gens, par contre, que je mentionne ça. Puis, il faut comprendre c'est à petite échelle. Et puis, une personne en bonne santé, généralement, va être capable d'éliminer ces bactéries-là sans qu'il y ait de conséquences. Mais, en fait, c'est le mécanisme qui explique que parfois, ça peut avoir effectivement un impact néfaste, notamment lorsqu'une personne est plus vulnérable à cause d'un déficit immunitaire ou à cause du diabète, par exemple. Donc, c'est des liens qui sont un peu connus. On le sait, là, que les infections dentaires, ça peut être mauvais pour le corps, mais on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne, par quels moyens. Donc, c'est un peu ça que je voulais démystifier, parce que je crois que quand on comprend comment les choses fonctionnent, ben de un, ça nous interpelle davantage, et on est plus en mesure de faire les bonnes actions pour stopper ces processus destructeurs-là. Alors, je sais que dans certaines cultures, en plus de se brosser les dents et de se passer la soie dentaire, les gens vont utiliser une espèce de brosse pour se brosser la langue ou racler la langue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait, nous, adopter ici au Québec? Ça peut être utile selon le besoin. Je dirais que le principe général, c'est que la bouche soit propre. Alors, si pour une raison quelconque, la langue ne semble pas propre sans l'utilisation d'un gratte-langue, eh bien oui, ça peut être indiqué. Notamment, il y a certaines conditions qui peuvent faire en sorte que la langue va recueillir des dépôts ou lorsque la bouche est sèche ou lors d'une maladie, lors d'une intubation. Mais je dirais que pour le commun des mortels, ce n'est pas nécessaire. C'est toujours la question qu'il faut se poser, pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Mm-hmm. Alors, je tiens à dire aussi que il y a beaucoup de choses dans le livre que j'ai apprises en faisant les recherches parce que je ne savais pas tout ça lorsque j'ai gradué de médecine dentaire. Et puis, mais avant de faire des affirmations, je voulais être certaine que mes propos étaient supportés par la science. Donc, j'ai moi-même découvert énormément de choses en écrivant le livre. Absolument, puis on apprend en effet énormément de choses. C'est ce qui est surprenant, par contre, c'est que la plupart des infections reliées à la santé buccale, il y a pas de symptômes au début, donc c'est difficile. On est soi-même porteur d'une maladie ou on est atteint d'une maladie, il y a pas de symptômes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut pas non plus passer notre temps à aller chez le dentiste à tous les 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est une excellente question. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Aller chez le dentiste à une fréquence, disons, raisonnable, qui peut être adaptée selon les besoins de chaque personne, mais disons, la règle générale, 1 fois par année. Puis, connaître sa propre bouche. C'est un petit peu à ça que j'invite les gens, surtout à la fin du livre, de regarder soi-même dans sa bouche, de connaître à quoi c'est censé ressembler, connaître les signes précurseurs des maladies, même s'il n'y a pas de douleur, pouvoir se rendre compte si les dents sont bien nettoyées. Donc, si pendant 5 ans, je vais chez le dentiste à chaque année, puis il n'y a jamais de problème, je regarde mes radiographies, je vois à quoi ça ressemble, et j'ai moins de chances d'être surprise par un problème qui arrive de nulle part, là, si je connais ma propre anatomie.
Oui. Une question que les gens ont souvent, c'est pourquoi mes gencives saignent. Quand les gencives saignent, quand on se passe la soie dentaire, est-ce que c'est forcément signe qu'on a un problème de santé ou ça fait partie du processus? Mm-hmm. En fait, si on passe la soie dentaire que la gencive saigne, ça nous indique qu'il y avait des bactéries qui étaient présentes depuis au moins 24 heures, et ce qui a déclenché une réaction du corps d'inflammation qui est normale pour essayer d'éliminer ces bactéries-là. Alors, ça peut arriver, hein. On est tous humains, parfois on le fait moins bien, on est fatigué, on saute une journée. Si ça saigne une fois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce qui est problématique, c'est si l'hygiène est vraiment très méticuleuse et que malgré tout, le saignement persiste, mais c'est là que ça serait indiqué d'aller consulter pour que le dentiste regarde et fasse un diagnostic. Il y a toutes sortes de problèmes aussi rares qui peuvent arriver, qui sont pas nécessairement reliés à l'hygiène. Et puis seul le dentiste est habilité à diagnostiquer ces conditions-là. Pourquoi dans notre système de santé pendant des années, parce que là, depuis quelque temps, il y a évidemment l'assurance dentaire, mais pourquoi pendant des années, on a considéré qu'il y avait le corps humain des Canadiens, des Québécois, hein, le corps, puis que la bouche puis la santé dentaire, c'était comme à part. Arrangez-vous avec vos affaires. Il y avait comme une dichotomie entre les deux. Pourquoi? Comme si la santé de la bouche n'était pas importante, aussi importante que la santé du pied ou la santé de la fesse gauche. Exact. C'est une excellente question que je me suis posée aussi. Puis je prétends pas avoir toutes les réponses, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, ce sont deux disciplines qui ont commencé de façon indépendante. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait la médecine générale, puis les dentistes, au départ, c'était des barbiers, c'était le voisin qui avait une paire de pinces. Et ça a commencé de façon très différente. C'est ça. Ouais. Ça a commencé comme ça. Et aussi au niveau du financement des soins de santé, il y a vraiment une séparation presque étanche ici au Québec. Alors ça nourrit un peu la conception comme quoi c'est deux choses différentes et isolées. Alors que bien sûr, c'est pas le cas. Puis oui, il y a des nouveaux programmes qui ont été mis en place pour couvrir certains soins dentaires. Puis c'est bien, c'est vraiment mieux que rien, mais ça laisse quand même une grosse partie de la population avec aucune couverture publique pour leurs soins dentaires. Même si vous avez une dent infectée qui envahit votre visage, qui menace votre vie, lorsque la dent va être extraite, il va quand même falloir payer la facture, malheureusement. Absolument. Puis on l'a vu récemment. En fait, cette semaine, il y a une dame qui est atteinte d'un cancer et elle a le visage défiguré. Puis ça lui cause vraiment des problèmes dans la bouche. Et il y a plein de dentistes qui disent, voyons, ça n'a pas de sens. Comment ça se fait qu'on considère pas que la santé de la bouche de cette femme-là est aussi importante que le reste. Si elle a des problèmes à mastiquer, c'est toute sa digestion qui s'en trouve affectée. Donc, on est encore quand même là-dedans. Tout à fait. Mais il y a quand même des programmes qui existent pour les patients qui sont atteints de cancer. Ils ont droit à des soins autant avant qu'après les interventions, notamment en radiothérapie. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. On part de loin. Alors, j'ose espérer que le fait d'avoir écrit ce livre-là, ça amène un petit peu le sujet à la surface. Donc, plus on en parle, plus on prend conscience que c'est important, plus il y a de chances qu'éventuellement, on puisse être capable de concevoir des politiques publiques qui vont répondre à ce besoin-là, qui est criant, mais les choses ne peuvent pas changer en un claquement de doigts. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la soie dentaire, puis j'ai un peu souri parce que vous avez dit, des fois, ça peut nous arriver de sauter une journée. Je suis sûre qu'il y a plein de gens. Semaine. Non, mais 99% des gens qui nous écoutent ont dû sourire aussi en vous entendant parce que qui vraiment fait la soie dentaire? Vous faites la soie dentaire tous les jours et quoi, 2 fois par jour? 3 fois par jour? Une fois par jour, c'est suffisant. Mais tous les jours. Ah oui, parce que sinon je me sens pas bien. J'ai l'impression de sentir les bactéries qui grouillent entre mes dents. Je peux pas supporter. Mais j'avoue que l'image... Avec le temps, je me suis... Ouais, j'avoue que l'image est assez parlante, mais comment on fait pour convaincre les gens? Parce que je suis sûre, encore une fois, qu'il y a plein de gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, puis qui nous disent, qui sont en train de se dire dans leur tête, voyons donc voir que je me passe la soie dentaire tous les jours. C'est quoi le meilleur argument que vous pourriez leur donner pour dire, c'est important, c'est aussi important que de se brosser les dents? En fait, pourquoi c'est important, c'est que les bactéries, elles vont entre les dents, elles. Alors, si on les déloge pas, elles vont faire tout le dommage que je détaille dans le livre. Mais je me suis rendu compte au fil des ans qu'un obstacle majeur, c'est qu'on n'a pas la bonne technique. Oui. Beaucoup de gens utilisent la soie dentaire d'une façon
pas optimales, ce qui fait que ça fonctionne pas. Ou alors la présence de restaurations qui sont pas parfaites, la soie accroche, la soie casse. Donc, souvent, il y a des raisons. Si on essaie de creuser pour voir quelles sont les raisons pourquoi la personne ne passe pas la soie, mais on peut éventuellement trouver des solutions. Ou alors on remplace par les petites brossettes qu'on passe entre les dents, qui sont quand même très bien aussi, là, qui vont moins prévenir la carie, mais qui vont être très efficaces pour prévenir la maladie gencive. Et c'est pour ça que dans le livre, vous avez même un dessin où vous nous montrez, je trouve ça très drôle, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait anodin, mais pas tant que ça. Alors, vous avez vraiment un dessin pour nous montrer comment il faut se passer la soie dentaire. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'en faisant la recherche pour le livre, vous avez vous-même appris des choses. La chose la plus surprenante, parce que vous êtes quand même une spécialiste, vous avez fait des années d'études, quel est l'élément nouveau le plus surprenant que vous avez appris ou découvert en faisant vos recherches pour le livre? Ce qui m'a le plus fasciné, c'est ce que j'ai appris sur les biofilms bactériens, à quel point ils ont des activités variées et puissantes et comment ils collaborent, les différentes espèces bactériennes qui collaborent entre elles, qui échangent du matériel génétique de résistance aux antibiotiques, la façon dont ça se passe, là, si on pouvait grossir puis les observer, là, c'est un peu le sentiment que j'avais en lisant la littérature, puis comment ça se passe. Wow, c'est vraiment comme une ville microscopique, là. Une ville dans notre bouche. Une ville dans notre bouche. Tous les lundis à l'émission, je reçois la spécialiste en nutrition Isabelle Huot, que tout le monde connaît bien. Et à peu près chaque lundi, elle me parle de l'importance du microbiote. Mais vous aussi, c'est super important dans la bouche de maintenir justement l'espèce de... C'est pas la flore intestinale, mais c'est la flore buccale. Donc, c'est important. Puis, 99% des gens sont pas vraiment au courant de l'intensité de l'activité qu'il y a dans leur bouche. Effectivement. Puis le point clé, c'est vraiment l'équilibre, hein, comme tu l'as suggéré. C'est pas d'éliminer toutes les bactéries, parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui sont là, qui sont bienfaisantes. On en a besoin. Alors, moi, j'invite les gens à être très prudents quant à la prise d'antibiotiques. Il y a des conséquences néfastes. On va éliminer certaines bactéries, mais on risque de laisser le champ libre à d'autres. Donc ça, c'est quand même une notion assez importante à retenir. Puis la propreté, puis l'hydratation aussi, qui est un point super important là, que j'explique à quel point une bouche sèche est vulnérable aux caries puis à la maladie gencive. Oui, ça, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris, tout ce passage-là sur l'importance de l'hydratation et les dangers de la bouche sèche, aussi la mauvaise haleine. Bref, on regardera plus jamais notre bouche de la même façon. Ça s'intitule « Ouvrez grand ». Angèle Germain, vous êtes docteur en médecine dentaire et c'est vous qui avez écrit ce livre-là où on apprend avec beaucoup d'humour et beaucoup d'informations surprenantes l'importance de prendre soin de notre santé buccale. Merci beaucoup, Madame Germain. C'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir. Cube, c'est aussi un regard avisé de l'économie avec Francis Gosselin. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas... Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Est-ce que vous vous souvenez du film Tanguy? C'était l'histoire d'un gars qui, il partait pas de chez lui. Je pense même qu'il y a eu un Tanguy 1 puis Tanguy 2. Même eux, ils étaient pas capables de partir de leur idée de film. Et donc maintenant, quand on parle de quelqu'un qui veut pas partir de chez lui, là, un enfant qui continue à habiter chez ses parents, on dit un Tanguy. Il y a un reportage intéressant dans le magazine Maclean's là-dessus, justement, sur les Tanguys. Rémi Villemure? Oui, et puis ça arrive, je pense, à un bon moment dans l'année, puisque les locataires commencent à recevoir leurs augmentations. Donc, c'est dans l'air, là, on discute de loyer, du prix du loyer, des compromis qu'il faut parfois faire. Et ce reportage-là raconte l'histoire d'une famille qui habite dans la région de Toronto. Ouais. C'est une mère qui a deux enfants en âge adulte, là, donc des enfants dans la vingtaine en montant. Et ces enfants-là restent avec elle.
Et on nous raconte toute leur histoire. Donc, comment ça commence, en fait, c'est qu'au départ, ça commence durant la COVID. L'enfant en question, Touli s'appelle-t-il, le garçon, le aîné. Lui, il décide de partir au Honduras, suivre un cours pour apprendre à faire de la plongée sous-marine. Et il vit pour la première fois de toute sa vie une existence à l'extérieur de la maison. Donc, tu sais, il aime ça. Ben oui, il aime ça. Il habite, écoute, dans des conditions un petit peu difficiles. Hein? Il habite je pense, sur un matelas qui est couché sur le plancher dans une maison. Il a juste le droit à l'étage d'une maison, mais c'est beau. Tu sais, on lit son histoire, puis on se rappelle nos premiers appartements, comment c'est particulier pour ne pas dire... L'autonomie, on aime ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça a un prix, ça. Et là, le garçon revient. Et là, il commence sa carrière professionnelle. Il ne deviendra pas plongeur, finalement. Et il commence à faire quand même un bon salaire. Écoute, il est dans la mi-vingtaine. Il fait 65 000 par année. Ben, c'est un bon salaire. Je sais qu'à Toronto, c'est cher, mais 65 000 $ par année, selon lui, ce n'est pas assez pour vivre soit tout seul ou soit même en colocation. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de retourner chez ses parents, chez sa mère, à qui il paye un loyer. Donc, c'est assez particulier parce qu'il gagne 65 000 $ par année et il dit à sa mère, je te donne 700 $. En échange, j'ai, évidemment, les courses. L'usufruit. Ah, OK. Non, c'est ça. Tu sais, tu t'occupes des courses, tu t'occupes de payer les factures, chauffage, tout ça. Moi, je te donne 700 $ et j'ai ma chambre de bain. Et là, finalement, ce garçon-là, qui doit répondre aux questions de la journaliste du Maclean, se dit « Non, mais le monde a changé. Vous pouvez porter un jugement sur moi, mais c'est cher aujourd'hui. Ce ne l'était pas autant pour mes parents. Et en plus, et j'avais jamais entendu cette explication-là de ma vie, je dois dire, il dit le portrait démographique du Canada a changé avec l'immigration, donc les mœurs ont changé. Donc, les communautés culturelles qui se sont intégrées au Canada et qui, dans leur pays d'origine, vivent comme ça, dans des maisons, comment on appelle ça, intergénérationnelles. Ouais, avec la grand-mère, avec l'arrière-grand-père, puis bon, j'irai pas plus loin, là. Donc, on vit comme ça. Donc, les Canadiens, les WASP, les Canadiens d'origine... White, anglo-saxons, protestants. Ben, eux, ils ont intégré cette nouvelle façon de vivre. Et là, je me dis, Sophie, en lisant ce reportage, c'est du gros n'importe quoi. Et que maudit que l'humain est bon pour inventer des excuses aussi. Non, mais ça va faire à un moment donné. Tu gagnes 65 000 $, tu devrais être capable. Mais en fait, tu devrais être capable de faire exactement ce que tu fais, mais avec des gens qui ne sont pas de ta famille. Parce que dès que commence la colocation, commence un mot que j'utilise depuis plusieurs fois, là, depuis tantôt, la vie. La vie. La vraie quand commence vie. La colocation, quand tu sors de chez tes parents, la vie commence. Tu découvres la vertu des pâtes au beurre. Tu découvres que dans un 1,5 pas chauffé... Le crab dinner en spécial à 1,29 $ au Pharmaprix ou je sais pas quoi. Je confirme, parce qu'il m'arrive de devoir me fier à ça. C'est bon, des fois, des crab dinner, de temps en temps. Bon, mais alors, c'est intéressant parce que je comprends que ce reportage-là donc parle d'une famille à Toronto où il y a des tanguis, mais on préfère aussi un reportage ici au Québec où il y a évidemment de plus en plus de gens parce que soit ils partent en colocation puis à ce moment-là, c'est prohibitif, ça coûte très cher, ou alors il y a aussi toute la question de l'accession à la propriété. C'est-à-dire que dans mon jeune temps, on pouvait se dire, bon, je vais manger des sandwichs au ballonné pendant 5 ans, mettre de l'argent de côté, puis dans 5 ans, je vais avoir assez d'argent pour mettre un acompte sur une première maison ou un premier condo ou un premier chez moi, même si c'est juste un 1,5. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi tant de gens de la génération Z qui restent chez leurs parents parce que l'accès à les propriétés, ils ne peuvent pas en rêver. Ils peuvent juste attendre que leurs parents meurent pour hériter de la maison, puis c'est tout. Ouais, mais j'ai un malaise avec ça. Parce que, écoute, c'est sûr que le cas de figure que tu viens de proposer, il est intéressant. La personne qui décide de vivre chez ses parents 50+ pour mettre de l'argent de côté pour devenir propriétaire, OK, d'accord, mais je suis pas sûr que c'est l'histoire de ce garçon qui s'appelle Touli, qui paye un loyer. Il paye le même montant qu'il payerait avec des gens qui ne seraient pas de sa famille, mais il ne veut pas sortir de chez lui. Elle est là, l'histoire. Et dans le reportage, il dit, moi, vous savez, pensez pas que je suis un tanguy. Il dit pas tanguy, évidemment, les Canadiens anglais connaissent pas cette référence, mais il dit, moi, j'étais bien quand j'étais au Honduras. Mais t'étais pas si bien que ça, d'après moi, parce que quand t'es revenu, t'es pas allé en colocation avec tes amis à 700 $ dans un appartement. T'habites dans un appartement. C'est ça. OK. Alors, ce que t'es en train de nous dire, c'est encore une fois ton œil de sociologue, et c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on t'apprécie, Rémi, c'est que derrière ces supposées raisons de dire c'est pour économiser de l'argent, puis culturellement, le multiculturalisme a fait en sorte que la vraie raison, c'est
on aime donc ça, être dans l'environnement de petites bulles, de papier bulle de nos parents. Comme ça, on n'affronte pas la vraie vie. Ben oui. L'être humain est bon pour s'inventer des excuses. Écoute, il faut des chiffres, OK? Statistique Canada, en 1981, là, OK, les 25 à 29 ans, il n'y avait que de 11 % d'entre eux qui vivaient encore chez leurs parents. Donc, 1 sur 10, 25 à 29 ans en 1981. Ouais. 40 ans plus tard, ça a triplé. On est rendu à 33 %. OK? Puis si on fait les 20-29, mais j'aime moins cette statistique-là parce que les 20-25, tu sais, c'est pas les 25-29. On s'entend que la vie va vraiment vite là, à partir de cet âge-là, mais c'est quand même aujourd'hui 46 % des 20-29 qui habitent chez leurs parents. Wow. C'est 1 sur 2, Sophie. Donc évidemment qu'il y a beaucoup là-dedans de gens qui en ont 21, 22, 23, mais ça commence à être vieux, 23 ans, là, ou même 22 ans pour être encore chez tes parents. Moi, j'ai rien contre, en passant, parce que je connais des gens qui sont retournés chez leurs parents. Il y a eu une urgence, il y a eu une dépression, une rupture. Non, ça, on parle pas de ça aujourd'hui, là. On parle de ceux qui décrochent pas. Non, mais on parle de ceux qui même reviennent pour de bon, comme ce monsieur Touli, là. Mais oui. Touli, c'est un monsieur, Touli, là. Touli, il dit... Non, mais... Moi, j'ai l'impression que tu as fait toute cette chronique-là juste parce que tu avais envie de dire en nom le nom du gars qui s'appelle Touli. Je t'avoue que ça fait partie des explications. Ça peut être... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est clair que... et je m'inclus là-dedans, ma génération, on a surprotégé nos enfants. Et alors, quand tu surprotèges tes enfants, ça fait quoi? Ça fait des enfants surprotégés qui ne sont pas à même, justement, de faire face aux aléas de la vie, qui sont pas capables. La première fois qu'ils se font dire non, ils capotent. La première fois qu'ils vivent un obstacle, ils capotent. La première fois qu'ils sont confrontés à un milieu du travail qui peut être hostile, qui peut être toxique. Donc, tout ça, ils sont pas, autrement dit, on les a pas équipés pour la vraie vie. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'ils sont pas capables de couper le cordon ombilical parce que dans le ventre de maman, ou dans le ventre du foyer familial, on est donc bien. Mais on se prépare, Rémi, des lendemains assez compliqués, là. C'est terrible parce que petit scoop, Sophie, ces jeunes-là vont avoir des enfants. Eux autres aussi. Quelle horreur. Ah non, mais c'est ça. Mais écoute, c'est ça. Ils peuvent pas forniquer. Il y a papa, maman qui est juste à côté. Tu serais surprise. Non, mais écoute, c'est qu'ils vont avoir des enfants et ça va se transmettre, cette mauvaise habitude-là, cette peur de tout. Y compris des choses qui font peur, effectivement, mais qui sont bonnes à long terme. Quand on regarde sa vie 10 ans en arrière, on se dit, c'est drôle, moi, j'habitais avec 5 personnes dans une maison. J'habitais dans le sous-sol. Il fallait que je monte à chaque fois pour me verser un verre d'eau. J'avais l'impression d'être pauvre. Je l'étais, mais ça m'a formé comme être humain. Touli, il vivra pas ça. Ouais. Puis honnêtement, c'est terrible parce que lui, il vivra pas ça. Un jour, il va tomber en amour, il va faire des enfants. Quelle mauvaise idée, parce que ces enfants, qu'est-ce qu'il va leur transmettre comme façon de vivre? Espérons un miracle, honnêtement, à ce rythme-là. Espérons qu'ils transmettent exactement le contraire, mais c'est peu prévisible. On s'entend. Toi, t'es parti en appartement à quel âge? À 17 ans. C'est jeune. C'est très jeune. C'est pas un exemple. Mais je veux dire, c'est sûr que quand je vois des gens de 23, 24 ans encore chez leurs parents, le fait que je sois parti à 17, ça fait en sorte que j'ai un sentiment un petit peu, je veux dire, je comprends pas cette vie-là, pour vrai. Mais 20 ans, là, je trouve que c'est... Moi, je suis partie à 21. Voilà. Puis, je me rappelle mon premier appartement, la première nuit, quand t'es dans ton premier appartement. Moi, j'ai jamais eu de coloc, mais ma première nuit dans mon premier appartement, je me disais, c'est mon lit, c'est mon loyer, c'est mon pot de confiture. Quel sentiment extraordinaire. Alors, je sais pas si mon fils écoute en ce moment l'émission. Il va avoir 17 ans dans 3 semaines. Tu peux lui parler si tu veux. Non, c'est pas nécessaire. Je sens que le nid vide, ça va être très dur pour moi. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Toujours un plaisir. Merci à Hugo Veilleux. Merci à Joanie Henry. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve demain. Autrement dit, Cube.